La 3D, une technologie qui a transformé de simples pixels en un univers à part entière, offrant aux joueurs une liberté jamais vue auparavant. Mais ce n'est que le début d'une série de révolutions technologiques qui ont changé à jamais nos jeux vidéo et la façon dont nous y jouons. Depuis des années, voire même des décennies, le jeu vidéo n'a cessé d'évoluer de par des avancées technologiques qui ont repoussé les limites du possible. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces grandes révolutions qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo, en passant par l'arrivée des graphismes en 3D avec les mondes ouverts, le début des cinématiques sur CD-ROM, la réalité virtuelle, et même les technologies plus récentes comme le ray tracing ou le cloud gaming. Ces révolutions ne sont pas seulement des avancées technologiques, ce sont aussi des moments et des souvenirs inoubliables comme la première fois que vous avez fait sauter Mario dans un monde en 3D, ou encore votre première partie en ligne avec un ami qui habite à des kilomètres de chez vous. Avant de vous parler de ces révolutions technologiques, j'aimerais énormément vous remercier pour tous vos retours et vos stats incroyables que vous avez fait sur ma dernière vidéo. Encore une fois, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord où vous y trouverez le rôle vétéran que seules 100 personnes pourront obtenir. Ce rôle n'a pas encore d'avantage, mais il en aura probablement dans le futur. Préparez-vous pour un voyage dans le monde des grandes avancées technologiques qui ont changé et révolutionné le monde du jeu vidéo. L'apparition de la 3D dans les jeux vidéo a été une révolution. Avant son apparition, les jeux étaient en 2D et ils étaient donc très limités sur leur monde. Avant de vous parler de l'arrivée de la 3D dans les jeux vidéo, il faut comprendre ce que c'est et comment elle fonctionne. La 3D, signifiant troisième dimension, désigne notre perception dans l'espace à travers trois axes. L'axe des abscisses, qui correspond à la largeur et représenté par un X, l'axe des ordonnées, qui correspond à la hauteur représentée par un Z, et enfin, l'axe des côtes, qui correspond à la profondeur représentée par un Y. Quand on parle de 3D dans le domaine de l'informatique, ce sont des images générées par un ordinateur qu'on appelle des images de synthèse. Ces images ne sont pas réellement en 3 dimensions. Ce sont plutôt des trompe-l'œil qui nous font croire que l'image est en 3D en jouant avec des ombres, des perspectives et des textures. Dans les jeux vidéo, nous utilisons ce qu'on appelle des modèles 3D, qui sont des représentations mathématiques de l'objet construits à l'aide des 3 vecteurs X, Y et Z expliqués plus tôt. Pour projeter ces objets 3D sur un écran 2D, l'ordinateur réalise donc des milliers de calculs très complexes par seconde et il réussit à générer une image réaliste grâce à un processeur graphique aussi appelé GPU, spécialisé dans ce genre de calculs complexes. Vous comprendrez donc, vu la complexité de la 3D dans l'informatique et la puissance de calcul nécessaire, pourquoi elle n'est pas arrivée plus tôt dans les jeux vidéo. La 3D dans les jeux vidéo est apparue pour la toute première fois en 1974 dans le jeu Maze War, où on était vraiment très limité. Les graphismes étaient simples et on était très limité sur les déplacements. Un peu plus tard, en 1993, sont sortis en 3D les jeux Star Fox et Virtua Fighter. Ici, nous étions aussi très limités comme dans Maze War, mais avec des meilleurs graphismes. En 1996, la 3D est apparue dans le jeu Super Mario 64, qui n'a pas été un simple jeu, mais une révolution dans le monde du jeu vidéo. Pour la première fois, on pouvait se balader dans un monde ouvert entièrement en 3D, on avait une caméra qui s'adapte toute seule en fonction de la position de Mario, mais surtout, pour la toute première fois dans les jeux 3D, cette caméra était contrôlable par le joueur avec les boutons C de la manette de la Nintendo 64. À cette époque, les premiers moteurs de jeux 3D ont fait leur apparition. Le premier à être créé était Freescape Engine, sorti en 1983, qui était encore très limité dans la 3D. Nous avions aussi Quake Engine, sorti en 1996, moteur de jeu qui a révolutionné les FPS, jeux de tir à la première personne. Et enfin, pour le plus connu encore aujourd'hui pour sa puissance et son réalisme, Unreal Engine, que j'utilise d'ailleurs pour créer mes jeux, et qui est sorti en 1998, développé par Epic Games. Grâce à ces moteurs de jeu, la 3D dans l'informatique n'était plus un simple effet visuel. C'était une nouvelle façon de concevoir les jeux vidéo. C'est grâce à cette révolution que nous avons la plupart de nos jeux actuels. Les consoles ont toujours été au cœur du jeu vidéo, mais leur évolution, souvent imperceptible par les joueurs, sauf quand il s'agit de changements physiques, a été essentielle pour repousser les limites de ce qui était possible. À chaque amélioration de console, de nouvelles technologies matérielles apparaissent, améliorent notre expérience et changent parfois notre façon de jouer. Je vais premièrement vous parler des CD-ROM et de leur apparition, qui ont été une révolution dans le jeu vidéo. Pour les quelques personnes plus jeunes qui ne sauraient pas trop ce que c'est, les CD-ROM, ce sont des disques optiques utilisés pour stocker des données numériques qui peuvent être lues par des ordinateurs ou des consoles compatibles comme par exemple la PlayStation ou la Sega Saturn. Les CD-ROM pouvaient contenir entre 553 et 900 mégaoctets de données, correspondant à un peu moins d'un gigaoctet, ce qui peut paraître très peu aujourd'hui, mais là, on parle d'une invention qui est apparue en 1983. Et c'était déjà énorme pour cette époque où les jeux vidéo tournaient sur des cartouches avec très peu de stockage, comme les cartouches de la Nintendo Entertainment System, qui pouvaient contenir entre 8 et 512 kilobits, sachant que 1 kilobit correspond à 10 puissance moins 6 gigaoctets, c'est-à-dire 0,000001 gigaoctets.
Le 3 décembre 1994, la PlayStation est apparue, ce qui a été une grande révolution dans le jeu vidéo car, grâce au CD-ROM, la console pouvait contenir des jeux bien plus lourds qu'avant, avec plus de contenu, plus de détails et des cinématiques impressionnantes. Prenez par exemple Final Fantasy VII, un jeu sorti sur la PlayStation avec des scènes et images de synthèse incroyables, qui ont marqué toute une génération de joueurs. Parlons maintenant des manettes. Ces contrôleurs de jeux vidéo simples d'utilisation et confortables pour les mains qui ont énormément évolué au cours des dernières années, en passant par la toute première manette de jeux vidéo de l'histoire, utilisée pour jouer au jeu Tennis for Two, un jeu se jouant sur oscilloscope apparu en 1958. Cette manette comportait seulement 2 boutons, un pour régler l'angle et l'autre pour le tir de la balle. Alors qu'aujourd'hui on a des manettes poussées comme celle de la PS5 ou la Nintendo Switch. Le 23 juin 1996 est apparue la Nintendo 64, qui a amélioré le jeu vidéo dans plein de domaines, comme la 3D ou le stockage, mais là je vais vous parler de la manette de cette incroyable console, qui a inspiré toutes les manettes de console qui sont sorties par la suite. La plus grande révolution de cette manette a été l'apparition d'un stick analogique, permettant des mouvements plus fluides et précis dans toutes les directions. Cela a également pu ajouter des contrôles plus subtils dans les jeux vidéo, comme par exemple la marche lente. D'ailleurs, petite anecdote, à la base, à sa sortie en 1994, la manette de la PlayStation ressemblait à ça. Elle n'avait pas de stick analogique. Et un an après la sortie de la Nintendo 64, donc en 97, Sony a modifié sa manette pour lui ajouter 2 sticks analogiques pour un meilleur contrôle, la faisant plus ressembler aux manettes qu'on connaît aujourd'hui. C'est donc grâce à la Nintendo 64 et un peu la PlayStation que nous avons nos manettes actuelles. Pour continuer dans les améliorations de manettes, en 1997, Sony a lancé la gamme des manettes DualShock, ajoutant donc les 2 sticks analogiques. Mais elle a également ajouté des vibrations dans la manette, rendant le jeu encore plus immersif. Le 22 novembre 2005 est apparue la première console en haute définition, la Xbox 360. Cette console offrait des graphismes en 1080 pixels, et c'est elle qui a lancé l'ère de la HD pour les consoles de jeux vidéo qui étaient auparavant en SD, définition standard. Le 11 novembre 2006 est arrivée la PS3, elle aussi en HD, mais ce n'est pas le seul point commun innovant que possédaient ces deux consoles. La Xbox 360 et la PS3 possédaient toutes les deux un disque dur intégré. Cela permettait aux joueurs de mettre leur sauvegarde directement sur leur console et d'y télécharger des jeux dématérialisés. Cette révolution a donc mis fin aux mémoires limitées. Les utilisateurs pouvaient maintenant stocker des dizaines de jeux, du contenu additionnel et des mises à jour sur leur console. L'arrivée de la connectivité en ligne a également été une grande avancée. Elle a permis aux joueurs de pouvoir se connecter à internet sur leur console et à accéder à des services en ligne tels que le Xbox Live ou le PlayStation Network qui ont permis aux utilisateurs de pouvoir jouer en multijoueur avec des amis ou des personnes du monde entier, de télécharger des jeux directement depuis la boutique en ligne et de faire des mises à jour sur certains jeux. Pour en finir avec ces deux consoles, elles ont également ajouté des fonctionnalités multimédia permettant de faire des recherches sur internet, d'accéder à des plateformes de streaming comme Netflix et même d'écouter de la musique. Les avancées matérielles d'aujourd'hui peuvent paraître bien plus puissantes si vous les comparez à celles que je vous ai présentées. Actuellement, nous avons par exemple le passage à la 4K, autrement appelé l'Ultra HD, d'une résolution de 3840 x 2160 pixels. Nous avons aussi le Ray Tracing sur les consoles plus récentes dont vous avez peut-être déjà entendu parler mais sans trop savoir ce que c'est. En résumé, le Ray Tracing c'est une nouvelle technologie permettant de faire des rendus graphiques pour simuler la façon dont la lumière interagit avec les objets dans une scène 3D. Le Ray Tracing fonctionne un peu comme les rayons de lumière dans la vraie vie. Il y a donc une émission de rayons qui provient d'une source lumineuse. Ces rayons vont rebondir sur les surfaces, des dizaines de milliers de calculs sont effectués à la seconde pour calculer les intersections et les réflexions pour pouvoir créer des ombres, ainsi que des images extrêmement détaillées et réalistes. Le problème avec le Ray Tracing, c'est qu'il demande énormément de puissance de calcul. Il faut donc des machines très performantes pour utiliser cette nouvelle technologie. En 1973, un groupe d'étudiants au centre de recherche de Ham de la NASA a développé le tout premier jeu en ligne nommé Maze War. Dans ce jeu, les joueurs pouvaient s'affronter en temps réel en utilisant des ordinateurs reliés entre eux par des câbles. Quelques années plus tard, en 1996, est apparu Meridian 59, un des tout premiers jeux en ligne passant par internet, permettant donc de jouer avec des joueurs qui sont à l'autre bout du monde. Ce jeu est d'ailleurs considéré par certaines personnes comme le tout premier MMORPG, ou jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. C'est donc un RPG qui est en multijoueur. En fin 2002 est arrivé le Xbox Live, un service créé par Microsoft pour les Xbox. Ce service permet aux joueurs de se connecter à internet depuis leur console pour jouer en multijoueur, parler dans un chat vocal ou textuel, et accéder à des contenus téléchargeables. Grâce au Xbox Live, Microsoft a transformé le multijoueur en ligne en une norme, avec des serveurs stables, des classements compétitifs et une communauté toujours active. Au fil des années, le jeu en ligne est devenu bien plus qu'une simple fonctionnalité, avec l'arrivée des titres emblématiques comme Call of Duty, Valorant ou Fortnite. Ces jeux nous ont fait passer de simples jeux solo à des batailles épiques en ligne contre des joueurs qui viennent de l'autre bout du monde. Le multijoueur compétitif a également donné naissance à l'e-sport.
une industrie qui organise des compétitions de jeux en ligne comme pour les plus connus League of Legends ou Counter-Strike Global Offensive. D'un autre côté, des plateformes numériques comme Steam, PlayStation Network et Xbox Game Pass ont changé la manière dont nous accédons aux jeux. Elles nous offrent des bibliothèques immenses de jeux téléchargeables directement sans passer par un produit physique, permettant d'acheter des jeux directement depuis sa console ou son PC. Aujourd'hui, avec le cloud gaming, le jeu en ligne évolue encore. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le cloud gaming, c'est une technologie qui permet de jouer à des jeux vidéo sans avoir besoin de les télécharger. Pour fonctionner, les jeux sont exécutés sur des serveurs à distance et les images du jeu sont envoyées en streaming en temps réel sur l'appareil du joueur. Dans ce domaine, nous avons des services comme Google Stadia, GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming, qui permettent de rendre les jeux accessibles depuis n'importe quel appareil connecté, sans même avoir besoin d'une console ou d'un PC puissant. L'interface et le gameplay font partie des aspects les plus importants pour qu'un jeu vidéo soit bon, et comme pour toutes les technologies vues précédemment, les interfaces et les gameplays ont énormément évolué au fil des générations, rendant donc à chaque amélioration le jeu plus intuitif et immersif. Tout a commencé avec des accessoires comme le Power Glove, un gant électronique sorti en 1989, conçu pour que les joueurs puissent jouer au jeu avec des mouvements de la main et des doigts sans utiliser une manette traditionnelle. C'était une des premières tentatives pour ajouter des contrôles gestuels dans les jeux vidéo. Mais c'est la Wii qui a véritablement démocratisé ce domaine en 2006 avec la sortie de sa Wiimote. Une manette de jeu unique avec une forme allongée qui se tient comme une télécommande et qui possède des capteurs de mouvement qui détectent les déplacements et les rotations de la manette pour que le joueur puisse interagir facilement avec son jeu. En même temps que la Wii, le 19 novembre 2006 est apparu le célèbre jeu vidéo Wii Sport, en tant que titre de lancement pour la Wii. Il utilise donc le principe de la Wiimote pour initier les joueurs à cette nouvelle manette étrange, avec des activités comme le tennis, le bowling et la boxe, où les mouvements des joueurs étaient reproduits à l'écran. Dans ce mouvement, Microsoft a aussi tenté sa chance en sortant le Kinect en 2008. Il s'agit d'un périphérique destiné à la Xbox 360 pour la première version, et la deuxième version pour la Xbox One et Windows. Ce périphérique permet aussi de contrôler une interface sans utiliser de manette. Pour ce faire, le Kinect possédait une caméra qui pouvait détecter les mouvements du joueur. Le 15 décembre 2010, Sony tente aussi sa chance et sort le PlayStation Move, un périphérique qui, je trouve, ressemble à... Non, laissez tomber. Plus sérieusement, le PS Move est un périphérique additionnel à la PS3 et la PS4, qui est, comme pour la manette Wii, une manette de détection de mouvement. Avec l'arrivée des téléphones portables, vers le début des années 2000, une nouvelle révolution dans le jeu vidéo fait son apparition, les jeux mobiles. Vous connaissez déjà sûrement tous des titres comme Angry Bird, apparu en 2009, ou Fruit Ninja, apparu en 2010. Ces jeux mobiles, comme pour plein d'autres gros titres, nous ont montré comment des jeux avec de simples mouvements, comme glisser ou tapoter à l'écran, pouvaient nous divertir et devenir addictifs, mais le meilleur dans tout ça, c'est que les jeux sont disponibles pour un plus grand public et peuvent être joués n'importe où et n'importe quand. Cette révolution a influencé les consoles portables, comme la Nintendo DS sortie le 21 novembre 2004, la PSP ou PlayStation Portable sortie le 5 août 2005, et même plus récemment la Nintendo Switch sortie le 3 mars 2007. Plus récemment, dans les années 2010, les casques de réalité virtuelle, aussi appelés casques VR, sont devenus de plus en plus connus et ont énormément évolué au fil des années. Tout a commencé en 1957 avec la sortie de la machine Sensorama, une machine immersive qui permet de regarder des courts-métrages en exploitant presque tous les sens du spectateur, avec des images, des sons, des vibrations et même des odeurs. Aujourd'hui, la réalité virtuelle fait d'énormes progrès, avec des nouveaux casques VR comme l'Oculus Quest 2, le PlayStation VR 2 et même encore plus récemment, l'Apple Vision Pro. Je ne vous détaillerai pas tous les modèles de casques VR qui ont contribué à ces progrès, mais nous avons par exemple le Sword of Damocles sorti en 68, ou encore le Virtual Boy en 95. Comme vous le savez, les casques VR ont ajouté une nouvelle dimension aux jeux vidéo, permettant aux joueurs d'être dans un jeu encore plus immersif que tous ceux auxquels ils avaient joué auparavant. Jouer à des jeux comme Beat Saber ou Half-Life Alyx, ce n'est plus un simple jeu où tu appuies sur des touches et une action se produit sur l'écran. Là, c'est une nouvelle expérience immersive où le joueur devient acteur. Bien que la VR ait une grande place dans le jeu vidéo, elle ne se limite pas qu'à ça. La VR est aussi beaucoup utilisée dans les applications d'éducation, dans la santé et le design. Qui sait, peut-être qu'un jour on sera tous dépendants d'un casque VR dans un monde virtuel et que les seules interactions qu'on aura avec des humains seront avec les autres joueurs de ce monde virtuel. Parmi toutes les avancées technologiques dans le jeu vidéo, les avancées dans les graphismes et l'intelligence artificielle occupent une grande place. C'est grâce à ces avancées que nos mondes virtuels sont plus réalistes, dynamiques et immersifs. Depuis les premiers jeux vidéo comme Tennis for Two, les graphismes ont énormément évolué. Dans les années 80, ce sont les sprites qui dominaient.
Les sprites sont des images en pixel art utilisées dans les jeux vidéo. C'est grâce à eux que nous avons connu ces classiques comme Pac-Man, sorti en 1980 sur borne arcade, ou encore Super Mario Bros sorti en 1985 sur la NES. Mais comme dit plus tôt dans la vidéo, c'est à l'arrivée de la 3D que le monde du jeu vidéo a changé et nous a donné des bangers comme Doom et Super Mario 64 qui ont posé les bases de la 3D. Les moteurs graphiques comme Unreal Engine, dont je vous ai également parlé plus tôt, sont ceux qui ont le plus participé à l'évolution des graphismes dans le jeu vidéo, avec des textures détaillées, du ray tracing, ou encore des modèles 3D avec des géométries extrêmement détaillées et complexes qui sont optimisés comme avec Nanite sur l'Unreal Engine 5. Dans le début des années 70, l'intelligence artificielle a commencé à faire son apparition. C'était encore des IA très simples si on les compare à celles qu'on connaît aujourd'hui, et qui utilisaient des règles logiques déjà programmées. En 1978 est apparu un des tout premiers jeux vidéo possédant une IA. Vous avez probablement tous déjà entendu parler de ce jeu. Il s'agit de Space Invaders. Dans ce jeu, les ennemis ralentissaient ou devenaient plus rapides à mesure que le joueur les éliminait. Le jeu s'adaptait donc en fonction du joueur. C'est une IA bien moins complexe que celle que nous connaissons aujourd'hui, mais c'était déjà énorme pour l'époque. Le 17 octobre 2005 est sorti le jeu FEAR, qui a été l'un des premiers jeux possédant une IA complexe qui ressemble plus à celle qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, dans ce jeu, les ennemis pouvaient coopérer, se cacher, réagir de manière crédible aux actions du joueur. Plus récemment, des jeux comme The Last of Us Partie 2 ont poussé encore plus loin l'IA, avec des ennemis qui pouvaient avoir des émotions, des relations, et c'est grâce à l'IA que le jeu devient encore plus immersif. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va encore plus loin grâce à l'apprentissage automatique, une technologie qui permet à des IA d'apprendre grâce à des données. Pour vous expliquer ça, je vais vous donner un exemple. On cherche à apprendre à une IA comment reconnaître des fruits sur les images qu'on lui donne. Pour commencer, on va donner au robot beaucoup d'exemples d'images de fruits, et on va lui dire ce que c'est. Grâce à un réseau de neurones artificiels, inventé par Warren McCulloch et Walter Pitt en 1943, le robot va pouvoir apprendre avec les images qu'on lui donne. Après avoir vu beaucoup d'exemples, le robot va créer un modèle, une sorte de guide qui va lui permettre de reconnaître les fruits. On va ensuite lui donner des images de fruits. Le robot va donc utiliser son modèle pour essayer de reconnaître de quel fruit il s'agit. Et si le robot se trompe de fruit, il va ajuster son modèle pour ne pas refaire la même erreur. Les IA d'aujourd'hui utilisent cette technologie. Par exemple, ChatGPT a probablement été entraîné avec des dialogues humains, ce qui nous donne l'impression de parler à un être humain. Énormément de jeux vidéo utilisent cette technologie, comme tous les jeux de course, Forza, Mario Kart ou Need for Speed, où vous jouez contre des IA qui ont appris à conduire dans les jeux vidéo. Il y a plein d'autres types de jeux vidéo qui utilisent de l'apprentissage d'IA, comme les jeux d'action-aventure avec les PNJ, ou même les jeux de tir avec les robots joueurs. L'IA est également utilisée pour améliorer les graphismes. Par exemple, des technologies comme le DLSS de Nvidia ou le FSR d'AMD qui utilisent l'IA pour améliorer la résolution dans les jeux vidéo, permettant d'avoir des graphismes de fou en gardant des bonnes performances. Si l'évolution de l'IA continue à cette vitesse, elle sera certainement capable de générer des mondes entiers de manière procédurale et réaliste, ce qui signifie donc qu'à chaque fois que le joueur démarrera une nouvelle sauvegarde, le monde aura complètement changé, mais il sera toujours aussi beau et réaliste. Comme vous l'avez compris, le jeu vidéo est un loisir qui évolue constamment avec les nouvelles technologies. On est passé d'un vieux jeu 2D en 8 bits qui se jouait sur oscilloscope, à des jeux hyper détaillés en 4K avec du ray tracing en seulement 67 ans, en passant par l'arrivée de la 3D, les premières manettes, les CD-ROM, les premiers jeux en ligne, l'intelligence artificielle, et même maintenant le cloud gaming. Et tout ça n'est que le début d'une grande évolution. À votre avis, quelle sera la prochaine révolution dans le jeu vidéo? Une IA surpuissante? Une nouvelle dimension? À vous de me dire vos idées dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'aimerais énormément vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez et pour m'avoir fait passer la barre des 150 abonnés. Pour vous rappeler, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord et récupérer votre rôle vétéran. À l'heure où je vous parle, encore 63 personnes peuvent le récupérer. Sur mon serveur, vous pourrez aussi me proposer des concepts de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.